qui donne un aperçu général sur le domaine de la GRH. Et comme j'ai dit au début de la séance, la GRH est un domaine très très large, mais on va se contenter bien entendu des chapitres prévus sur le référentiel. Alors, quels sont les domaines de la gestion de ressources humaines? Vous avez la gestion du personnel d'une manière très bref et très résumée. La gestion du personnel signifie qu'il faut accompagner, qu'il faut gérer le personnel d'une manière ou bien au quotidien pour pouvoir leur permettre d'être plus motivés et plus impliqués. Les relations sociales, ce sont les relations qui sont entre les employés tout d'abord et ensuite entre les employés et l'employeur ou bien le patronat. C'est-à-dire là, il faut savoir instaurer un climat sain qui ne peut être vraiment réel que s'il y a une certaine communication, une certaine transparence entre la hiérarchie et les salariés et bien sûr entre les employés. La rémunération, bien entendu, de toutes les manières, on va pouvoir détailler tous ces domaines au fur et à mesure de la succession du programme. La formation, donc vous avez déjà une idée sur la formation, l'entreprise est obligée d'accompagner, de former le personnel pour développer la compétence et bien sûr la communication. Alors il y a un domaine très très important et j'ai tenu vraiment à l'expliciter dans cette introduction, c'est le domaine de la motivation. Donc en fait la motivation ce n'est pas un domaine spécifique de la RH. Moi je pourrais dire que tous les domaines de la RH, ils vont normalement dans un objectif, dans une finalité de motiver le personnel. Parce que la motivation, c'est tout ce qui permet à chacun, à tout employé, de chercher à s'améliorer et à progresser. Donc déjà l'intérêt des ressources humaines, c'est de pouvoir motiver l'employé, ça veut dire le pousser de donner le meilleur de lui-même. La tâche de la GRH est d'essayer d'utiliser la motivation du personnel afin d'augmenter au mieux sa productivité et d'améliorer son efficacité. Si on s'intéresse à lui, si on le forme, si on le rémunère bien comme il faut, si on communique avec lui, on le valorise, on l'implique davantage et là il va donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire il va être motivé. Donc, augmenter au mieux sa productivité et améliorer son efficacité et le pousse à s'investir dans son travail et rester dans l'entreprise. Parce que si l'employé il s'investit dans son travail, il donne de son mieux, il devient productif, il devient performant. Et qui dit employé performant dit entreprise performante, rentable, productive, flexible, réactive et pérenne. Et bien entendu, cela le motive davantage à rester dans l'entreprise. Là, on arrive au troisième chapitre, qui sont les relations sociales. Et là, j'entame vraiment le premier domaine de la gestion de ressources humaines. Les relations sociales. Alors, comme le nom l'indique, ce sont les relations qui s'instaurent entre les employés, bien entendu d'une part, et les employés et la hiérarchie d'autre part. Alors avant de commencer, on va rappeler un petit peu les auteurs qui se sont intéressés aux ressources humaines, qui se sont intéressés à la motivation de ressources humaines. Donc on ne peut pas commencer justement l'étude des ressources humaines sans faire appel à Fayol et Taylor, comme vous avez vu l'année dernière en organisation des entreprises. Fayol et Taylor qui, pour eux, le seul moyen de motivation était la rémunération. Alors, Taylor disait que plus l'ouvrier est bien payé, plus il travaille. Plus il travaille, on va l'encourager et on va bien le payer. C'est-à-dire que pour lui, la seule motivation, elle est pécuniaire. Et bien entendu, ceci a été contredit par Elton Mayo qui a découvert l'école des relations humaines et qui a contredit Taylor en disant que si vous voulez motiver le salarié, il faut s'intéresser à lui. Il faut s'intéresser à sa propre personne. Il faut essayer de tisser des liens entre les salariés pour qu'ils se sentent vraiment dans son élément. Il faut que dans l'entreprise, ils se sentent en famille pour être valorisés. Donc pour Mayo, contrairement à Taylor, la motivation était plutôt sa valorisation et sa considération en tant que personne dans sa part entière. Bien entendu, Maslow, il s'est intéressé aux besoins. Donc, vous vous rappelez de la pyramide de Maslow, la pyramide qui traitait le niveau des besoins physiologiques jusqu'aux besoins d'estime. Il disait que l'employé, normalement, doit satisfaire un certain nombre de besoins physiologiques, besoins de sécurité, etc., jusqu'à la réalisation de soi. Donc, les facteurs de motivation, selon Herzberg, pour lui, les motivations étaient de deux types. D'abord, il y avait des conditions d'hygiène
Et ensuite, c'était la nature du travail. Pour lui, plus on donnait de l'implication, de la responsabilisation, on lui donnait de la responsabilité, plus il est motivé. Plus on assurait de bonnes conditions de travail, plus il est motivé. Donc, ce sont deux théories qui ont été préconisées par Herzberg. Et Likert, donc, pour lui, c'était le travail de groupe. C'est-à-dire que l'employé, il fallait absolument le mettre dans un groupe pour qu'il soit motivé, pour qu'il sente cet esprit d'appartenance et donner le meilleur de lui-même. Alors, pour pouvoir gérer son équipe, parce que vous savez, quelle que soit la manière de travailler, il faut toujours une personne qui va gérer cette équipe, qui va pouvoir la conduire vers un objectif. Là, on va parler des styles de management, d'accord? Il y a d'autres personnes qui appellent ça des styles de commandement, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'un style de management ou bien un style de commandement? Ben, c'est tout simplement comment gérer une équipe. C'est un petit peu comment est-ce qu'on exerce son pouvoir, son autorité, son leadership pour pouvoir mener ses collaborateurs, ses employés, son équipe vers la réalisation des objectifs. Il n'y a pas de style précis. Vraiment, c'est-à-dire dans la vie professionnelle réelle, il n'y a pas de style précis. Il y a autant de styles que de personnes. Mais il y a quand même 4 catégories de styles qu'on va voir ensemble. Donc, je cite en premier le style autoritaire. Donc, le style autoritaire, comme son nom l'indique, c'est l'autorité, c'est le patron qui commande, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui impose tout, la façon de faire, la façon de travailler, même parfois la façon de réfléchir. L'autorité du dirigeant est fondée sur la crainte, on a peur de ce dirigeant, parce que si on n'exécute pas ce qu'il dit, on peut être sanctionné. Donc, elle est fondée sur la crainte, le respect des ordres reçus. C'est le patron, c'est le dirigeant qui donne des ordres. Les employés ou les collaborateurs ne font qu'exécuter cet ordre. Le dirigeant prend les décisions, c'est lui qui prend les décisions. Il n'implique personne, il les annonce et c'est aux employés d'exécuter les ordres pour pouvoir appliquer les décisions qui ont été prises par le dirigeant. Les annonce ensuite aux membres de l'entreprise. Donc, il ne laisse aucune initiative à ses subordonnés. Il utilise les menaces et les sanctions. C'est-à-dire que si vous n'exécutez pas les ordres, ben, il y aura soit une réduction de salaire, ben, il peut y avoir un licenciement, il peut y avoir des sanctions. Ça, c'est le style autoritaire. Et entre nous, le style autoritaire, il n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui parce que, comme vous avez vu, la mentalité a changé et la personne a du mal à accepter un petit peu le style autoritaire. Et il a été un petit peu remplacé ces derniers temps, surtout dans les entreprises familiales, par le style paternaliste. Donc, le style paternaliste, vous avez le mot paternalisme, c'est le paternel. C'est vrai qu'on craint le paternel, mais on sait qu'il est là, il sera toujours là pour nous. Ici, le patron, il joue le rôle du papa. Donc, c'est vrai, il dispose d'une autorité incontestée. On ne peut pas discuter son autorité comme le paternel et entretient des relations de proximité. Ça veut dire qu'il est proche à ses salariés, contrairement au dirigeant qui est autoritaire. Le dirigeant autoritaire, il prend toujours un air du patron, il a toujours cet air de supérieur, donc c'est pas le même cas que pour le style paternaliste. Donc il entretient des relations de proximité avec ses subordonnés. Bien entendu, il prend les décisions, mais il sait comment pouvoir les communiquer. C'est un peu plus fin que pour le style autoritaire. Il utilise un système de récompense, donc vous remarquez que en plus des sanctions, en plus des punitions, on va dire, il utilise les récompenses. Vous avez bien travaillé, vous méritez une récompense. Vous n'avez pas bien travaillé, vous méritez une engueulade, par exemple. Il utilise un système de récompense et de sanctions comme moyen de motivation. Et le bien-être des salariés est pris en compte, comme le paternel. Le style consultatif. Alors, comme le nom l'indique, cette fois-ci, le patron ou bien le dirigeant, il consulte ses employés. Il leur donne l'occasion de s'exprimer. Donc, le dirigeant entretient des rapports de confiance. Du moment qu'il leur donne l'occasion de s'exprimer, il leur fait confiance. Alors, ils sont consultés avant la prise de décision finale. Mais qui prend la décision finale? C'est le dirigeant. Et un dirigeant intelligent, il essaie quand même de prendre en considération les propositions de ses employés. Donc, le dirigeant encourage le travail en équipe. Il utilise les récompenses comme système de motivation pour pouvoir justement motiver davantage les salariés. Il les consulte. Les employés peuvent émettre plusieurs propositions, suggestions, solutions, et c'est bien sûr le dirigeant qui choisit les meilleures décisions pour lui.
Et finalement, c'est ce qui se pratique beaucoup aujourd'hui, c'est le style participatif. Donc c'est un petit peu beaucoup plus, il implique beaucoup plus les salariés ou bien les collaborateurs, puisque ces derniers participent eux-mêmes à la fixation des objectifs, à la prise de décision, d'accord, qu'ils appliquent eux-mêmes. Donc, il s'agit de permettre aux salariés de participer réellement à la gestion de l'entreprise. La prise de certaines décisions est décentralisée, ça veut dire que ce n'est pas seulement le dirigeant qui prend les décisions, il donne cette initiative, il donne cette opportunité aux salariés de prendre aussi des décisions. La motivation des salariés est basée sur la participation. Le salarié, il participe à la prise de décision, il participe à l'avenir de l'entreprise et il se sent vraiment important, ce qui l'implique davantage et ce qui le motive davantage. Voilà pour ce qu'il en est des styles de commandement. Donc, si on voudrait récapituler, on a le style autoritaire, vient après le style paternaliste, le style consultatif et le style participatif. Et je répéterai toujours qu'il n'y a pas que ces styles de commandement. Chaque entreprise peut avoir son propre style et chaque personne peut avoir son propre style. Il y a même des personnes qui peuvent être en même temps autoritaires et participatifs. Donc, tout dépend de la mentalité, la culture de l'entreprise et la façon d'être du dirigeant. Pour pouvoir entretenir un bon climat social, un climat sain qui permet justement un travail propice à l'entreprise, il faut qu'il y ait une communication. Donc, la communication et plus précisément la communication interne. La communication interne